Dorian quitte la colonie au lever du jour. Le vent chargé de sel balaie les pontons de bois qui craquent sous ses pas. Il porte dans son regard la dureté des terres nouvelles, un monde brut où chaque enfant grandit parmi les vagues et la peur des flottes ennemies. Il a appris dès l'enfance que l'océan garde les secrets des morts. Les anciens parlent de courants traîtres venus du large et de tempêtes nées sans avertissement. Dans ces eaux, le roi des pirates règne par la terreur. Dorian croit que cet homme a détruit sa famille. Depuis toujours, la colonie vit sous la menace des navires venus de l'Est. Le continent cherche à s'emparer du nouveau monde pour son bois rare et ses ports naturels. La flotte libre protège ses côtes sauvages avec des navires modernes, conçus pour défier les vents et les canons adverses. Dorian a passé des années à observer ces silhouettes noires partir vers l'horizon. Il rêvait d'en faire partie, non pour la gloire mais pour une rage qui le consume depuis l'enfance. La nuit a tenu lieu d'éducation, au point de devenir son moteur le plus sûr. Aujourd'hui, il embarque sur un 3-mâts de la flotte libre. Les voiles teintes d'indigo claquent sous la brise. Le navire est équipé de tourelles pivotantes et de grappins renforcés, héritage des anciens pirates indépendants qui ont forgé une marine nouvelle dans ces eaux inexplorées. Les marins l'observent en silence. Ils voient en lui un jeune homme au port droit, façonné par le travail des chantiers navals et les entraînements quotidiens. Dorian ignore leur regard. Il se concentre sur la mer, convaincu que quelque part au loin se trouve celui qu'il doit abattre. Il se souvient du jour où sa mère lui a parlé de son père disparu. Les mots avaient la dureté des tempêtes. Dorian n'a jamais cherché à comprendre les nuances. Pour lui, la mer a un coupable unique. Le roi des pirates doit mourir pour que justice soit faite. Lorsque le navire lève l'ancre, Dorian sent la colonie disparaître derrière lui. L'océan s'ouvre comme un destin inévitable. Il ne sait pas encore que chaque vague porte une vérité enfouie et que sa quête de vengeance le mènera bien plus loin que ce qu'il imagine. 25 ans plus tôt, bien avant la naissance de Dorian, l'océan de l'Ouest était encore plus instable qu'aujourd'hui. Les routes maritimes n'étaient que des lignes hasardeuses que seuls les navires scientifiques osaient emprunter. Miley voyageait à bord de l'un d'eux, ignorante du danger qui approchait. Le navire transportait des savants du continent venus étudier les courants profonds. Ils cherchaient à comprendre la mer pour mieux la dominer. Dans ces années anciennes, le continent n'avait pas encore compris la puissance réelle de la coalition pirate, pensant affronter de simples bandes désorganisées. Le matin de l'assaut, la mer était d'un calme trompeur. Le navire avançait lentement, poussé par un vent docile. Miley observait l'horizon sans imaginer que des voiles noires s'y glissaient. Ces voiles appartenaient aux pirates de la coalition, dirigés par le roi des pirates. Lorsque l'ombre des navires ennemis se projeta sur les flots, le capitaine comprit trop tard. La coalition utilisait une tactique brutale héritée des vieux corsaires. Elle surgissait par le vent arrière, profitant de navires lourds et blindés pour écraser toute résistance. Le bâtiment scientifique était sans défense. Les premiers tirs brisèrent la coque comme un fruit mûr. La panique gagna les ponts tandis que la fumée des canons envahissait l'air. Miley vit son père lutter pour protéger les instruments et les documents, comme si le savoir avait encore une chance de survivre à la barbarie. L'assaut fut rapide. Les pirates montèrent à bord sans rencontrer de véritable opposition. Ils cherchaient des trésors ou des informations à revendre, mais ne trouvèrent qu'une équipe de savants terrorisés. La coalition n'avait aucune pitié pour les faibles. Les corps tombèrent dans la mer, silencieux et définitivement effacés. Miley fut projetée par-dessus bord dans la confusion. La mer la happa avec une froideur terrifiante. Autour d'elle, les débris du navire dérivaient comme les fragments d'un monde qu'elle venait de perdre. Son père disparut dans les vagues et le cri qu'elle poussa se dissout dans le vent. Seule sur un radeau improvisé, elle dériva pendant des heures. Le soleil brûlait sa peau et la mer semblait vouloir la ramener vers l'épave qui sombrait. Miley pensa mourir là, dans ce passé lointain où le destin venait de se briser, sans savoir que cette journée changerait l'histoire entière des océans. Dorian grandit sur les côtes âpres du Nouveau Monde, bien loin des conflits qui avaient ravagé l'océan 25 ans plus tôt. La colonie était jeune et exposée, bâtie sur des terres vierges où le bois des forêts primaires servait à construire des navires toujours plus rapides. Les enfants y apprenaient tôt la dureté de l'existence. On les formait à manier les cordages, grimper aux mâts et survivre aux bourrasques soudaines qui balayaient l'horizon. Le Nouveau Monde n'offrait aucune douceur. Il imposait une vigilance constante, comme si la mer testait la volonté de chaque âme. Dorian se distingua rapidement. Son regard restait fixé sur l'horizon comme si quelque chose l'y appelait jour et nuit. Les anciens disaient qu'il portait la mer dans le sang.
Pourtant personne ne comprenait que ce regard n'était pas fait de rêve mais de colère. Sa mère lui avait parlé de son père avec retenue. Elle évoquait un homme disparu dans un assaut brutal, victime de la cruauté du roi des pirates. Ces récits avaient laissé en Dorian une blessure profonde. Il ne voyait pas la mer comme une étendue libre mais comme une tombe ouverte. Les jeunes de la colonie travaillaient ensemble dans les chantiers et les postes de guet. Dorian y forgea sa force. Les exercices imposaient de porter des charges lourdes, de nager contre les courants violents et de réparer des coques brisées après les tempêtes fréquentes de la côte occidentale. Chaque soir, il observait les navires de la flotte libre rentrer au port. Leurs coques renforcées portaient les marques des combats lointains. Les marins racontaient des récits de batailles contre la coalition pirate. Dorian écoutait sans cligner des yeux, cherchant dans chaque mot un sens à sa haine. Son tempérament dur attira le respect autant que la crainte. Certains voyaient en lui un futur commandant. Mais Dorian ne cherchait ni prestige ni avenir honorable. Il voulait seulement devenir assez fort pour rejoindre la mer, trouver le roi des pirates et venger un passé qu'il ne comprenait pas encore. Ce fut à l'aube d'un matin d'entraînement qu'il sentit l'appel du large devenir irrésistible. Le vent portait l'odeur du sel et du danger. Il comprit alors que son destin ne se trouvait pas dans la colonie mais au-delà des flots, là où se cache la vérité qu'il poursuivait depuis toujours. Miley dérivait depuis de longues heures lorsque les courants la poussèrent vers une zone rarement fréquentée. Dans ces eaux lointaines, seules les petites embarcations des pirates indépendants osaient s'aventurer. Le soleil déclinait lentement, et la mer semblait vouloir l'engloutir dans un silence sans retour. C'est là qu'un navire isolé apparut, glissant entre les vagues comme un prédateur prudent. Son pavillon n'appartenait ni au continent ni à la coalition. C'était un bâtiment indépendant, plus léger et plus agile, conçu pour survivre sans l'appui d'aucune faction. Ses voiles sombres captaient le moindre souffle de vent. Ilian se trouvait à la barre. Il avait l'habitude de repérer les débris laissés par les batailles lointaines. Ce jour-là, son regard se posa sur une silhouette fragile portée par l'écume. Il comprit qu'elle était encore vivante. L'océan n'offrait pas souvent cette chance. On la hissa à bord avec précaution. Le pont avait l'odeur du goudron et du sel, marque des navires qui survivent grâce à la vitesse et au silence. Miley ouvrit les yeux sur un monde qu'elle craignait déjà. Elle vit des hommes au visage marqué par l'exil et la pauvreté qui accompagnaient leur statut d'indépendant. Ilian observa la jeune femme avec méfiance. Les indépendants étaient souvent accusés de crimes qu'ils n'avaient pas commis. Ils vivaient en marge, rejetés par la coalition pour des fautes réelles ou inventées. Aider une inconnue venant d'un navire du continent pouvait attirer des représailles indirectes. Miley, encore tremblante, percevait ce danger sans le comprendre. Elle associait instinctivement ces hommes aux bourreaux qui avaient détruit son monde. Dans sa mémoire fragile, pirates et coalition formaient une seule menace. Elle se sentait prisonnière d'un navire ennemi sans savoir qu'Ilian avait lui-même souffert de ces confusions. Les marins lui donnèrent de l'eau et tentèrent de la rassurer, mais elle restait figée par la peur. L'océan avait effacé son père et son avenir. Les visages autour d'elle semblaient appartenir au même chaos. Pourtant, ce sauvetage marquait le premier fil reliant son destin à celui d'Ilian. La nuit tomba sur le navire indépendant tandis qu'il reprenait sa route. Miley, allongée sous un manteau, ignorait encore que ce jour changerait le cours de sa vie. Dans ces eaux éloignées des grandes routes, un lien fragile venait de naître, porté par la mer et le hasard. Le vent se levait sur le port de la colonie lorsque Dorian rejoignit le navire de la flotte libre. Les coques en bois cendre vibraient sous les rafales. Ce port était le cœur battant du Nouveau Monde, un lieu où les jeunes recrues se mêlaient aux vétérans marqués par des décennies de conflits. Les capitaines de la flotte libre observaient chaque volontaire avec attention. Leur marine était née du désespoir des anciens indépendants. Elle utilisait des techniques venues des deux continents, mélangeant manœuvres rapides et artillerie moderne. Dorian savait que cette force représentait la seule protection contre les flottes hostiles. Sur le pont principal, les nouveaux marins formaient un demi-cercle autour d'un vieux coffre contenant les sabres cérémoniels. Chaque recrue devait toucher l'acier et prêter serment devant tous. Cette tradition rappelait que la flotte libre avait été fondée par des exilés ayant refusé la tyrannie du roi des pirates. Lorsque vint son tour, Dorian posa sa main sur la lame froide. Il ne pensa ni à la colonie ni à la gloire que certains cherchaient. Il ne pensa qu'au visage absent de son père, disparu dans les flammes d'un assaut dont il se répétait la version depuis l'enfance. Il déclara qu'il poursuivrait les ennemis de la colonie jusqu'aux confins de l'océan. Ce serment représentait pour lui plus qu'un engagement militaire. C'était l'aboutissement d'années de haine silencieuse.
Les officiers virent dans ses yeux une détermination rare, forgée loin des grandes villes du continent. Les marins autour de lui accueillirent son serment avec respect. Certains se souvenaient de leur propre départ, motivés par la survie ou la vengeance. Le nouveau monde attirait des âmes brisées ou trop fières pour accepter l'autorité du continent. Dorian s'inscrivait naturellement dans cette lignée de combattants. Au loin, sa mère ignorait tout de son engagement. Elle s'occupait des cultures côtières et des réserves d'eau, croyant son fils encore en apprentissage. Dorian n'avait pas trouvé la force de lui expliquer ses motivations. Il craignait qu'elle désapprouve son désir de vengeance. Lorsque les voiles furissaient et que le port s'éloigna lentement, Dorian sentit un mélange de peur et d'exaltation. Le monde s'ouvrait devant lui, vaste et impitoyable. Il ignorait encore que ce serment le conduirait à affronter non seulement ses ennemis mais aussi sa propre histoire. Miley se remit lentement de ses blessures à bord du navire indépendant. Les jours suivants, elle observa les marins avec une méfiance constante. Leurs vêtements usés et leurs gestes précis trahissaient une vie passée à survivre dans les marges de l'océan, loin de toute protection officielle. Ilian restait en retrait, surveillant discrètement la jeune rescapée. Il savait que les naufragés venant du continent voyaient souvent les indépendants comme des criminels. Pourtant ces hommes n'étaient que des bannis, rejetés par la coalition pour des fautes parfois inventées par les puissants. La coalition pirate possédait une organisation stricte, imposée par son roi. Ce pouvoir central contrôlait les routes maritimes et punissait sans pitié toute forme d'indépendance. Les équipages comme celui d'Ilian n'étaient ni alliés ni ennemis officiels, seulement des survivants que chaque faction considérait comme indésirables. Miley découvrit peu à peu cette réalité. Les marins racontaient les injustices subies par leur peuple. Ils évoquaient les exécutions arbitraires, les ports interdits et les chasses menées par la coalition pour éliminer ceux qui refusaient l'autorité du roi des pirates. Cette violence révélait une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle comprit que l'assaut ayant détruit son navire n'était pas l'œuvre d'indépendants comme elle le croyait. La coalition visait tout ce qui appartenait au continent. Le monde maritime fonctionnait selon des codes implacables où les innocents étaient souvent pris dans les conflits des puissants. Ilian finit par lui raconter l'histoire de son propre exil. Il avait refusé une opération brutale ordonnée par le roi des pirates et avait été condamné à fuir. Depuis, il vivait entre les frontières invisibles, toujours poursuivi, toujours prêt à disparaître avant que la coalition ne referme son étau. Miley sentit alors un décalage profond entre ce qu'elle avait appris et la réalité de l'océan. Les cartes du continent montraient des routes claires et ordonnées, mais la mer elle-même obéissait à des lois plus anciennes, façonnées par la peur, la survie et la volonté de quelques tyrans. Chaque soir, depuis le pont, elle regardait l'horizon avec un mélange de crainte et de lucidité. Elle n'était plus une simple passagère perdue. Elle devenait témoin d'un monde que son peuple n'avait jamais compris. Cette vérité des marges allait façonner les choix qui l'attendaient. Le navire de la flotte libre avançait vers les eaux centrales lorsque Dorian connut son premier affrontement. Les marins surveillaient la surface avec attention. Ces zones étaient marquées par des récifs invisibles et des courants traîtres qui servaient souvent de piège aux patrouilles novices. Un cri retentit depuis le mât d'observation. Une corvette pirate approchait, légère et rapide, aux voiles noires usées par la mer. Ce type de navire appartenait traditionnellement aux équipages éclaireurs de la coalition. Ils attaquaient rarement seuls mais cherchaient à tester la résistance des adversaires. L'équipage se prépara en silence. Les canons pivotants furent chargés et les grappins disposés sur le pont. Dorian sentit son cœur battre au rythme des vagues. Il n'avait jamais vu la guerre en face. Pourtant, il avait grandi dans l'idée que ce moment définirait sa vie entière. Lorsque la corvette s'approcha, son agilité frappa Dorian. Ces bâtiments étaient conçus pour raser les flots à grande vitesse. Leur coque étroite permettait des virages impossibles pour les navires plus lourds du continent. La coalition avait perfectionné cet art au fil de décennies de combats maritimes. Le premier tir secoua la mer. Le boulet frappa la coque de la flotte libre sans la percer, mais l'impact résonna comme un rappel brutal des réalités de l'océan. Dorian sentit sa peur se dissoudre dans une concentration glacée. Il courut au poste qu'on lui avait assigné. Les marins répliquèrent. Les canons du bord envoyèrent un nuage de fumée qui se dispersa au vent. Le tir toucha la corvette au niveau de la rambarde. Un éclat de bois jaillit et la silhouette ennemie perdit de la vitesse. Ce fut la première fois que Dorian vit une bataille se jouer devant lui. Le capitaine ordonna la poursuite. Le navire de la flotte libre vira grâce à ses voiles renforcées. Il rattrapa la corvette en difficulté. Un abordage bref s'ensuivit.
Dorian ne participa pas directement mais observa chaque geste. Il grava dans sa mémoire la violence rapide qui définissait ce monde. Lorsque tout prit fin, la mer était redevenue silencieuse. Le navire ennemi dérivait lentement, neutralisé. Dorian comprit qu'il venait d'entrer dans une nouvelle étape de sa vie. Le sang versé sur les planches marquait son premier pas vers la vengeance qu'il poursuivait depuis toujours. Le navire d'Ilian approchait d'une côte isolée lorsque Miley retrouva enfin assez de force pour tenir debout. Elle observait l'horizon sans oser parler. Les jours passés à bord avaient révélé un monde où chaque décision pouvait provoquer la colère de la coalition ou du continent. Ilian savait qu'il ne pouvait pas garder Miley longtemps à ses côtés. Une rescapée du continent attirait des questions et des soupçons. Les ports qui toléraient les indépendants vivaient dans une tension constante. Ils commerçaient discrètement, toujours prêts à effacer leurs traces au moindre signe de danger. Miley découvrit un rivage où quelques villages vivaient entre secret et résilience. Ces communautés marginales servaient d'escale aux équipages bannis. Elles mélangeaient traditions du continent et pratiques maritimes héritées des vieux pirates. Tout y semblait en équilibre précaire, comme si un souffle pouvait rompre la paix fragile. Ilian proposa de déposer Miley dans l'un de ses ports alliés. Elle sentit une hésitation profonde. Elle n'avait plus rien à quoi revenir. Le monde qu'elle connaissait avait disparu dans les flammes de l'assaut. Elle n'était plus qu'une survivante façonnée par la mer et la perte. Elle comprit qu'Ilian n'était pas un ennemi mais un homme traqué par des forces plus grandes que lui. Son navire portait les traces d'anciens combats et les marques d'un exil permanent. Cette existence lui inspira autant de crainte que de respect, révélant la dure réalité des indépendants. Les marins parlaient d'eaux contrôlées par la coalition, où chaque navire non affilié était pourchassé sans pitié. Ils racontaient aussi les intentions du continent, qui voyait ces terres lointaines comme des zones à exploiter plutôt que comme des refuges. Miley percevait la complexité d'un monde qu'elle avait jugé trop vite. Au moment de quitter le navire, elle hésita. Le port offrait une sécurité relative, mais la mer lui semblait désormais liée à son destin. Elle savait qu'elle n'était pas prête à affronter seule les routes incertaines du continent. Ilian devenait malgré lui sa seule ancre dans cet océan divisé. Lorsque le navire reprit la mer, Miley se tenait à bord, silencieuse. Leur alliance restait fragile, construite sur la méfiance et la nécessité. Pourtant, à cet instant précis, elle sentit que son avenir dépendrait de cet équipage errant qui naviguait en marge de toutes les lois. Le navire de la flotte libre avançait dans une mer calme lorsque l'équipage se rassembla autour d'un feu improvisé sur le pont. Les marins partageaient leurs histoires, comme le voulait la tradition. Il s'agissait d'un rituel pour renforcer la cohésion avant les zones où rôdaient les éclaireurs de la coalition. Dorian resta un moment silencieux avant de parler. Il savait que l'équipage attendait son histoire. Le jeune marin portait une réputation naissante, faite de détermination et de force brute. Les anciens voulaient comprendre ce qui animait ce regard sombre qu'il gardait fixé sur l'horizon. Il évoqua la disparition de son père. Sa voix ne tremblait pas. Il décrivit l'assaut brutal qui avait frappé son foyer et la mort injuste qui avait marqué son enfance. Dans son esprit, cet événement avait défini toute sa vie. Le roi des pirates n'était pas seulement un ennemi. Il était l'ombre qui avait gouverné chacune de ses décisions. Les marins écoutaient en silence. Beaucoup connaissaient les pertes et les sacrifices liés à l'océan. Mais la rage de Dorian avait quelque chose de différent. Elle semblait ancienne et profonde, façonnée par des années de travail, de solitude et de souvenirs que personne n'avait remis en question. La flotte libre accueillait des hommes et des femmes qui avaient fui la tyrannie des anciennes factions. Certains avaient perdu leur famille lors de raids du continent. D'autres avaient été chassés par la coalition. L'histoire de Dorian résonnait donc avec une familiarité douloureuse, mais aussi avec une inquiétude nouvelle. Le capitaine observait le jeune marin depuis la périphérie du cercle. Il reconnaissait dans cette haine un moteur puissant, mais aussi un danger potentiel. Sur la mer, les décisions prises sous le poids des émotions pouvaient condamner un navire entier. Il savait que Dorian marchait sur une ligne fragile. Lorsque le feu se dissipa, Dorian resta seul sous les étoiles. Il ressentait l'admiration discrète de ses camarades, mais aucune joie n'en naissait. La vengeance n'offrait ni réconfort ni chaleur. Elle ne faisait que renforcer le vide qu'il habitait depuis l'enfance, un vide que la mer semblait entretenir. Cette nuit-là, l'équipage comprit que Dorian n'était pas seulement un jeune marin prometteur. Il était l'héritier d'une haine qui risquait de le pousser bien plus loin que les simples batailles de la flotte libre. Et personne ne savait encore où cette obsession le conduirait. Depuis leur départ du port marginal,
Miley et Ilian naviguaient à travers des zones où les cartes perdaient leur exactitude. Ces eaux étaient connues pour leurs récifs mouvants et leurs courants capricieux. Les indépendants utilisaient ces territoires comme rempart naturel contre les flottes des grandes factions. Miley observait Ilian avec une attention nouvelle. Ses gestes constants trahissaient une vigilance forgée par l'exil. Chaque manœuvre semblait calculée pour éviter une rencontre avec la coalition. Ce monde d'alliances fragiles et d'ennemis persistants révélait un homme prêt à tout pour survivre. Plus les jours passaient, plus Miley comprenait la haine silencieuse qui animait Ilian. Il parlait peu, mais chaque regard vers l'horizon exprimait une colère profonde contre le roi des pirates. Ce tyran avait brisé son ancienne vie et arraché à son équipage toute possibilité de paix. Lorsque le navire fit halte dans une crique isolée, Ilian finit par partager ses intentions. Il ne rêvait ni de liberté ni de fortune. Il voulait affronter la coalition pour venger ceux qu'on lui avait arrachés. Sa détermination résonna avec la propre douleur de Miley, encore marquée par l'attaque de son navire. Elle se surprit à réfléchir différemment. Le monde n'était plus divisé entre innocents et pirates. Il était façonné par des forces qui écrasaient les faibles et imposaient leurs lois par la violence. Son regard sur Ilian changea. Elle voyait désormais un homme brisé, non un bourreau. La crique était un lieu autrefois utilisé par les anciens corsaires. On y trouvait des traces d'abris, d'anciennes réserves et de cercles de pierre servant aux vigies. Leur présence rappelait que la mer portait l'histoire de ceux qui avaient combattu avant eux, laissant derrière eux des fragments de révolte. Ce soir-là, sous le ciel assombri, Miley prit conscience qu'un objectif commun les liait. La vengeance n'était plus un concept abstrait. Elle devenait une direction, une nécessité partagée. Ilian voulait renverser le roi des pirates. Elle voulait réparer la perte de son père. Leurs griefs se rejoignaient. Dans le silence de la crique, un accord tacite naquit entre eux. Ils savaient que ce chemin les exposerait à la coalition et aux forces du continent. Pourtant, Miley ressentit pour la première fois depuis le naufrage une forme de clarté. Une graine venait de germer, nourrie par la colère et la mer. À bord du navire de la flotte libre, Dorian sentait sa place évoluer. Les jours d'entraînement s'enchaînaient et les marins commençaient à reconnaître en lui une présence solide. La discipline du nouveau monde avait façonné son corps, mais c'était sa détermination qui attirait réellement l'attention. Les officiers observaient sa capacité à anticiper les manœuvres. Lors des exercices, il se déplaçait avec une aisance surprenante entre les cordages et les voiles. Ses compétences rappelaient les traditions maritimes des premiers exilés qui avaient fondé la flotte libre en mélangeant leur savoir à ceux des explorateurs du continent. Dorian se montrait capable de diriger des groupes de jeunes recrues. Il distribuait les tâches avec une précision presque instinctive. Son ton restait calme, mais chaque ordre portait une force naturelle. Les anciens notaient cette autorité naissante, rare chez un marin aussi jeune et encore marqué par la colère. Un jour, alors que le navire franchissait une zone de courant imprévisible, le capitaine lui confia la coordination d'une manœuvre complexe. Les voiles devaient être ajustées rapidement pour éviter d'être entraînées vers les récifs. Dorian décida sans hésitation. Son jugement s'avéra exact et le navire poursuivit sa route sans encombre. Les marins commencèrent à voir en lui plus qu'un simple novice. Ils retrouvaient dans ses gestes l'esprit des premiers leaders de la flotte libre, ceux qui avaient tenu tête au continent et survécu aux attaques de la coalition. Cet héritage silencieux se révélait dans chaque mouvement qu'il accomplissait. Pourtant, derrière cette montée en responsabilité, Dorian restait hanté par son objectif. Sa nouvelle autorité ne lui apportait aucune satisfaction. Elle n'était qu'un moyen de se rapprocher du roi des pirates, l'ennemi qu'il imaginait au sommet de toutes les souffrances de son enfance. Chaque nuit, alors que l'équipage dormait, il montait sur le pont supérieur. Il contemplait l'horizon dans le vent nocturne, cherchant dans l'obscurité un signe du navire qu'il voulait affronter. La mer immense semblait écouter sa rage silencieuse, comme si elle connaissait déjà la fin du chemin. Ainsi naquit l'éveil de ce futur chef. Non dans le prestige ou la gloire, mais dans la détermination froide d'un jeune homme poussé par un passé qu'il ne comprenait pas encore. Sur cette mer sans pitié, son nom commençait doucement à circuler parmi l'équipage de la flotte libre. Dans les jours qui suivirent, Ilian et Miley naviguèrent vers les zones les plus reculées de l'océan de l'Ouest. Ces territoires isolés servaient de refuge à ceux que la coalition avait rejetés. On y trouvait des équipages fragmentés, vivant de pêche, de contrebande ou de vieilles alliances oubliées. Ilian connaissait bien ces eaux. Elles formaient un réseau invisible de passages secrets, de criques protégées et de villages cachés. Les habitants y avaient développé une culture maritime unique,
mélangeant tradition des anciens corsaires et pratiques venues du continent. Miley y découvrit un monde que son peuple ignorait totalement. Peu à peu, Ilian chercha à rassembler ceux qui avaient souffert sous la tyrannie du roi des pirates. Son histoire résonnait avec d'autres récits d'exil et de trahison. Certains capitaines isolés avaient perdu leur équipage. D'autres avaient été accusés de fautes imaginaires pour servir les ambitions du pouvoir central. Miley assistait à ces rencontres avec un mélange de prudence et de curiosité. Elle comprenait désormais que les indépendants n'étaient pas une menace uniforme. Ils formaient une mosaïque de destins brisés, unis par la volonté de survivre et de résister. Cette diversité révélait une profondeur que les cartes du continent ne montraient jamais. Un vieux capitaine rejoignit le groupe. Sa coque usée portait les cicatrices de plusieurs batailles contre la coalition. Il apporta des informations sur les mouvements du roi des pirates et décrivit les tensions internes au sein de la flotte ennemie. Ces renseignements confirmaient qu'un changement silencieux s'opérait déjà. Dans une baie dissimulée derrière de hauts rochers, les navires commencèrent à s'assembler. Les coques fatiguées flottaient côte à côte, formant une flottille improvisée. Pour la première fois depuis longtemps, certains marins retrouvaient l'espoir d'un avenir différent, même fragile, même incertain. Miley se sentit impliquée dans ce mouvement naissant. Sa perception de l'océan évoluait. Elle n'y voyait plus seulement la violence de l'assaut qui avait détruit son passé, mais aussi la possibilité d'un renouveau. Aux côtés d'Ilian, elle prenait conscience du rôle qu'elle pourrait jouer dans cette révolte. Ainsi se formèrent les premiers alliés. Une flotte encore faible, dispersée et sans certitude. Pourtant, elle portait déjà en elle la promesse d'un défi direct à la coalition pirate. Un souffle nouveau traversait l'océan, annonçant des jours où les indépendants cesseraient enfin de fuir. La flotte libre glissait vers l'est, quittant les eaux familières du Nouveau Monde. Les marins sentaient l'atmosphère changer. Les vents se faisaient plus secs et plus violents. Ces régions étaient connues pour leurs tempêtes soudaines et leurs zones où les navires disparaissaient sans explication. Dorian observait le ciel avec une attention constante. Les nuages formaient des lignes longues et sombres, annonçant des tensions invisibles. Les officiers parlaient d'un territoire disputé entre la coalition et les vieux corsaires restants. Chaque route s'étirait comme un fil entre prudence et audace. Les entraînements s'intensifièrent. Les recrues apprenaient à manœuvrer rapidement sous la pression, à affronter les rafales et à maintenir les voiles malgré les secousses. La flotte libre possédait des navires plus modernes que ceux du continent, mais ces innovations ne remplaçaient jamais l'expérience. Dorian se sentait étrangement à l'aise dans cette préparation. Le danger semblait lui donner une clarté nouvelle. Il comprenait mieux les décisions du capitaine et anticipait les réactions de l'équipage. Sur cette mer agitée, son instinct prenait une place essentielle, révélant des capacités que personne n'avait encore vues. La rumeur d'une grande bataille circulait déjà. On disait que les patrouilles de la coalition massaient des forces importantes plus au nord. Les routes maritimes y devenaient de véritables couloirs de tension. Dorian savait qu'en s'en approchant, il se rapprochait aussi du roi des pirates. Chaque soir, la mer semblait annoncer un conflit imminent. Les vagues frappaient les flancs du navire avec une régularité inquiétante. Les étoiles disparaissaient derrière des nuages lourds. Les anciens marins reconnaissaient ces signes. Ils savaient que l'océan annonçait l'arrivée d'une tempête majeure. Le capitaine réunit ses officiers pour préparer les routes les plus sûres. Dorian ne participa pas à ces décisions, mais il observait chaque détail. Il comprenait que leur voyage n'était plus seulement un déplacement stratégique. Il devenait un passage obligé vers les zones contrôlées par la coalition. Puis le navire sembla franchir une ligne invisible, le vent changea brusquement, l'air chargé de sel ressemblant à un avertissement. Dorian sentit son cœur battre plus fort. Il savait qu'ils entraient dans une région où les premiers combats ne seraient qu'un prélude à la guerre à venir. Dans l'ombre d'un matin couvert, la flottille d'Ilian avançait prudemment. Les navires alliés venaient de régions différentes, mais partageaient la même fragilité. Leurs coques usées rappelaient des années passées à fuir la coalition. Miley observait chaque détail, consciente qu'il s'approchait des lignes ennemies. Un éclaireur repéra une voile sombre au loin. Le signal d'alerte se propagea rapidement. Il s'agissait d'un navire rapide de la coalition, habitué à traquer les équipages marginaux. Ces bâtiments servaient souvent de première ligne, chargés de détecter les regroupements interdits des indépendants. Ilian ordonna une formation serrée. Les navires se rapprochèrent, formant un ensemble compact. Cette manœuvre provenait des anciennes tactiques corsaires qui privilégiaient la cohésion plutôt que la force brute.
Miley comprit que chaque geste d'Ilian était ancré dans une connaissance profonde des méthodes ennemies. Lorsque le navire de la coalition approcha, la tension monta. Ses voiles noires reflétaient l'autorité d'un pouvoir central impitoyable. Les flottes du roi des pirates utilisaient la vitesse pour frapper les plus faibles. Elles cherchaient à disperser toute tentative d'alliance parmi les bannis de l'océan. Les premiers tirs retentirent. La flottille improvisée répliqua avec une précision surprenante. Les marins d'Ilian, malgré leurs ressources limitées, manœuvraient avec une agilité inattendue. Miley vit dans ces gestes la preuve que la survie avait façonné chez eux une expertise que le continent n'avait jamais reconnue. Le combat fut bref mais intense. Les tirs de la coalition brisèrent une rambarde, mais la flottille forma un mur de voiles et de cordages. Les navires indépendants profitèrent d'un courant latéral pour contourner l'ennemi. Cette manœuvre permit de frapper le flanc du bâtiment adverse et de le déséquilibrer. La corvette ennemie, endommagée, tenta de fuir. Ilian refusa la poursuite. Il savait que d'autres navires pouvaient suivre. La coalition ne voyageait jamais seule dans ces zones disputées. Miley comprit que cette retenue n'était pas de la faiblesse, mais une lucidité née de trop nombreuses batailles. Lorsque le silence revint, la flottille resta soudée. Miley sentit que cette escarmouche n'était qu'un premier test. Les alliés d'Ilian avaient tenu bon, mais la route vers leur véritable objectif restait longue. L'océan se chargerait bientôt de leur rappeler que chaque victoire sur ces eaux avait un prix. La mer s'était calmée après plusieurs jours de navigation. À bord du navire de la flotte libre, les anciens observaient Dorian avec une attention nouvelle. Sa détermination impressionnait, mais son regard sombre rappelait trop souvent les jeunes marins qui se perdaient dans leur propre colère. Un vieux marin l'approcha lors d'une veille nocturne. Cet homme avait navigué sous différentes bannières et connaissait les conséquences d'une vengeance nourrie trop longtemps. Il repérait chez Dorian la même tension que celle des capitaines déchus qui avaient conduit leurs équipages à la ruine. Le vieil homme parla de l'océan comme d'un jus silencieux. Il expliqua que la mer rendait parfois justice, mais qu'elle prenait plus qu'elle n'offrait. Dorian écoutait sans répondre. Chaque mot semblait heurter la conviction qu'il entretenait depuis l'enfance, celle d'un ennemi unique à abattre. L'ancien évoqua les erreurs commises par ceux qui confondaient courage et obsession. Il parlait de leaders qui avaient sacrifié tout ce qu'ils aimaient pour poursuivre un homme ou une cause. Ces récits faisaient partie de la mémoire collective du Nouveau Monde, transmise pour éviter que d'autres ne tombent dans les mêmes pièges. Dorian resta silencieux. Il respectait l'expérience de ces marins qui avaient survécu aux tempêtes et aux batailles. Mais aucune histoire ne pouvait étouffer la douleur qu'il portait. Pour lui, l'océan n'était pas un juge. Il était le lieu où son père avait disparu, effacé par la cruauté du roi des pirates. Le vieux marin comprit que ces paroles n'avaient pas apaisé le jeune homme. Pourtant, il insista sur un point essentiel. Il rappela que la flotte libre portait un héritage fragile, construit sur la survie collective. Une vengeance mal dirigée pouvait mettre en péril bien plus qu'un simple navire. Cette conversation laissa Dorian troublé. Pour la première fois, il sentit une fissure dans ses certitudes. Le vent nocturne apportait une odeur de sel mêlée d'inquiétude. Il ne renonçait pas à sa quête, mais les doutes semés par l'ancien s'enracinèrent malgré lui dans un coin de son esprit. La mer demeurait vaste et indifférente, prête à enseigner ses leçons à ceux qui refusaient de les entendre. Dorian savait qu'il continuerait à avancer, mais il pressentait aussi que la route vers sa vengeance serait plus complexe que ce qu'il avait toujours imaginé. Dans les jours qui suivirent leur première escarmouche, Miley et Ilian partagèrent davantage de moments de calme. La flottille avançait lentement entre des îlots rocheux. Ces passages étroits exigeaient une vigilance constante. La mer formait ici un labyrinthe naturel qui protégeait les fugitifs de la coalition. Miley observait Ilian avec un regard différent. Elle voyait en lui un homme marqué par la perte et la lutte, non un pirate sans conscience. Chaque geste qu'il accomplissait révélait une volonté farouche de protéger son équipage. Cette attitude contrastait avec tout ce qu'elle avait appris sur les hommes de la mer. Ilian de son côté percevait la force intérieure de Miley. Elle n'était pas seulement une rescapée. Elle s'adaptait rapidement au mouvement du navire, aux voies des marins et aux dangers de l'océan. Sa présence calme apportait un équilibre inattendu à une vie dominée par la fuite et les combats. Un soir, alors que la flottille faisait halte dans une petite baille, Miley resta sur le pont pour contempler les reflets argentés de la lune. L'océan semblait respirer doucement. Pour la première fois depuis l'assaut, elle ressentit une forme de paix fragile. Ilian rejoignit le pont en silence. Ils ne parlèrent pas.
Le simple partage du moment suffisait. Miley comprit que ce calme provenait aussi de lui. Elle découvrait une sensibilité qu'elle n'aurait jamais imaginée chez un homme traqué de toutes parts. L'image du pirate cruel laissait place à un être complexe, forgé par les épreuves. La baie était entourée de falaises aux formes étranges. Les anciens marins disaient que ces roches avaient servi de repère aux premiers navigateurs. Leur présence racontait une histoire ancienne, faite d'aventures, de promesses et de drames. Miley ressentait que sa propre histoire s'ajoutait doucement à ces récits oubliés. Ilian observait Miley avec prudence. L'attirance qu'il ressentait grandissait malgré les risques. Dans un monde où les alliances changeaient au gré des tempêtes, il craignait de laisser ses émotions affaiblir sa vigilance. Pourtant, il ne pouvait ignorer la place nouvelle qu'elle prenait dans son esprit. Cette nuit-là, un lien invisible se tissa entre eux. Ce n'était pas encore un amour assumé. C'était une compréhension mutuelle née de la survie, de la perte et du silence partagé. La mer, inlassable, continuait de rouler contre les falaises, comme si elle approuvait cette fragile naissance de sentiments. La flotte libre progressait dans une zone où les cartes perdaient toute précision. Les marins parlaient d'un cimetière de navires, vestige de batailles anciennes entre la coalition et les équipages bannis. Le silence qui régnait sur ces eaux contrastait avec la tension qui pesait sur le pont. Dorian observait les épaves éparpillées autour du navire. Certaines coques gisaient à demi submergées, rongées par le sel. D'autres reposaient sur les récifs comme des carcasses figées dans le temps. Ces ruines évoquaient les sacrifices de marins oubliés, victimes des ambitions du continent et de la brutalité pirate. Les anciens parlaient de ces lieux comme de zones hantées. Ils rappelaient que chaque navire abandonné portait en lui la mémoire d'un dernier combat. Dorian sentit sa respiration se resserrer. Il imaginait son père parmi ces spectres, perdu dans une bataille dont personne ne connaissait la vérité. Le capitaine ordonna une vitesse réduite. Les fonds irréguliers rendaient chaque mouvement risqué. La flotte libre avait modernisé ses navires avec des coques renforcées, mais aucune technologie ne protégeait totalement des traîtrises de la mer. Dorian observait les marins manœuvrer avec une précision silencieuse. À mesure qu'ils avançaient, les débris devenaient plus nombreux. Des cordages flottaient entre les vagues. Des mâts brisés pointaient vers le ciel comme des avertissements. Cette vision réveilla la rage de Dorian. Il voyait dans chaque épave une preuve supplémentaire de la cruauté du roi des pirates. L'équipage ressentait son agitation intérieure. Les regards se tournaient vers lui. Certains reconnaissaient dans ses émotions une force dangereuse. La mer avait souvent transformé la colère en imprudence. Dorian combattait ce tumulte intime, mais chaque fragment d'épave semblait attiser le brasier qu'il portait. Alors que le navire quittait la zone la plus dense, Dorian resta longtemps sur le pont arrière. Le vent dispersait l'odeur lourde de bois pourri. Ces spectres de la mer semblaient murmurer une vérité sombre. Sa quête n'était pas seulement personnelle. Elle faisait partie d'un cycle plus vaste de guerre et de pertes. Ce jour-là, Dorian comprit que la vengeance n'effacerait pas les fantômes de l'océan. Pourtant, il savait qu'il ne reculerait pas. Chaque épave rencontrée renforçait son désir de défier le roi des pirates, même si cette route devait l'engloutir comme tant d'autres avant lui. La flottille d'Ilian poursuivait sa route vers l'ouest, portée par des vents réguliers. Les alliances récentes donnaient à l'ensemble une stabilité nouvelle. Miley observait chaque navire comme une pièce d'un ensemble fragile. Elle comprenait que ces équipages autrefois isolés formaient désormais une force capable de défier la coalition. Les jours passés en mer rapprochaient Miley et Ilian. Leur complicité se renforçait à travers les gestes quotidiens. Elles partageaient les responsabilités du bord et apprenaient les techniques de navigation propres aux indépendants. Ce savoir reposait sur l'expérience plutôt que sur les méthodes rigides du continent. Ilian se surprenait à chercher sa présence. Elle apportait une forme de calme que les années de fuite lui avaient volée. Sa détermination à trouver sa place dans ce nouvel univers révélait une force intérieure qu'il admirait. Cette admiration devint peu à peu un sentiment plus profond, difficile à ignorer. Un soir, alors que la flottille s'abritait derrière un mur de récifs, ils restèrent sur le pont pour surveiller les mouvements du courant. La mer brillait d'une lumière pâle. Miley sentit la main d'Ilian frôler la sienne. Ce geste simple révélait ce que leur silence cachait depuis longtemps. La région qu'ils traversaient était connue comme un espace de transition entre les eaux de la coalition et celles de l'ancien territoire des corsaires. Les rochers affleurants et les îlots dispersés formaient une barrière naturelle que seuls les marins expérimentés savaient franchir. Ilian utilisait ses connaissances pour guider leur route. Miley comprit que leur lien dépassait la simple nécessité.
Dans cet environnement hostile, leurs émotions se mêlaient à la lutte quotidienne. Le souffle du vent, le roulis du navire et la vigilance constante faisaient naître une intimité que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Leur destin semblait s'entrelacer naturellement. Lorsque la nuit se fit plus sombre, Ilian avoua ce qu'il ressentait. Ses mots étaient simples et directs. Miley sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. Elle réalisa que l'amour pouvait naître même dans les marges du monde, là où les lois ne s'appliquaient plus et où seuls comptaient les liens humains. Ainsi naquit leur couple. Non pas dans l'abondance ou la sécurité, mais au cœur d'une lutte silencieuse contre la tyrannie du roi des pirates. Leur union donna un souffle nouveau à la flottille. Chaque navire ressentit ce changement, comme si un espoir discret se levait avec eux sur l'océan. La flotte libre s'approchait désormais des zones contrôlées par la coalition pirate. Les marins reconnaissaient les signes caractéristiques. Le vent transportait une odeur plus métallique. Les courants devenaient irréguliers. Ces eaux avaient été façonnées par des années de bataille entre factions opposées. Dorian sentait une agitation nouvelle parcourir le navire. Les officiers affûtaient leur stratégie. Les recrues renforçaient les cordages et vérifiaient les armes. L'ensemble du bâtiment vibrait d'une énergie tendue. La mer elle-même semblait retenir son souffle, consciente de l'affrontement imminent. Lorsque les premières voiles ennemies apparurent, l'équipage se mit en position. Il s'agissait d'un groupe de navires rapides, caractéristiques de la coalition. Ils utilisaient des coques légères et des voiles sombres pour surprendre leurs adversaires. Leur approche était directe et déterminée. La flotte libre engagea le combat sans hésitation. Les canons crachèrent des nuages de fumée blanche qui dérivaient dans le vent. Dorian participa aux manœuvres avec une intensité nouvelle. Ses gestes étaient précis. Chaque ordre résonnait avec l'assurance d'un marin forgé par la rage et l'entraînement. Les tirs ennemis frappèrent la coque, projetant des éclats de bois sur le pont. Les marins se protégèrent comme ils purent, mais refusèrent de céder. Leurs navires, construits selon les techniques mixtes du Nouveau Monde, résistaient mieux que ceux des anciennes flottes de la coalition ou du continent. Lorsque les navires se rapprochèrent, la bataille devint plus brutale. Les grappins furent lancés et les ponts se touchèrent presque. Les flammes commencèrent à lécher les cordages. Les cris se mêlaient au fracas des armes. Dorian se trouvait au cœur de ce chaos, guidé par une détermination qui surpassait sa peur. L'un des navires ennemis finit par s'enflammer après un tir précis de la flotte libre. Les flammes se propagèrent rapidement, éclairant la mer d'une lueur rouge. La coalition tenta de se replier, mais plusieurs de ses bâtiments restèrent prisonniers du feu et des vagues qui les engloutissaient. Lorsque le silence revint, Dorian prit conscience de ce qu'il avait accompli. Il n'était plus un simple novice. Il avait affronté la coalition et avait survécu. Le respect de l'équipage se lisait dans leurs regards. Pourtant, il ne ressentit aucune victoire. Il ne voyait dans cette bataille qu'une nouvelle étape vers sa vengeance. La flottille d'Ilian progressait vers l'ouest, mais une tension nouvelle s'installait entre les navires. Les marins sentaient que leur route approchait des frontières les plus dangereuses de la coalition. Les vents devenaient plus violents et les oiseaux marins disparaissaient, signe que les grandes flottes n'étaient plus très loin. Miley observait Ilian avec une inquiétude croissante. Depuis plusieurs jours, il parlait moins et passait des heures à surveiller l'horizon. Sa détermination à affronter le roi des pirates semblait prendre le dessus sur toute autre considération. Même les alliés rassemblés récemment commençaient à percevoir cette obsession. Elle rêvait d'un avenir différent. Les baies tranquilles du Nouveau Monde restaient gravées dans son esprit. Elle imaginait une vie loin des combats, un refuge où la mer ne serait plus un champ de bataille. Mais elle comprenait aussi que ce rêve ne serait possible qu'après la chute du tyran. Lors d'une halte dans une crique isolée, Miley tenta de lui parler. Elle évoqua leur avenir, les dangers qui les attendaient et la fragilité de leur alliance. Ilian l'écoutait, mais son regard restait toujours attiré par les eaux lointaines. Sa vengeance était devenue une boussole qui orientait chacun de ses choix. Les marins ressentaient cette tension. Ils avaient rejoint Ilian pour défier la coalition, mais l'idée de s'enfoncer toujours plus profondément dans les territoires ennemis les inquiétait. Certains murmuraient que leur flottille n'était pas prête. D'autres pensaient qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Miley comprit que son dilemme dépassait la simple peur. Elle devait choisir entre suivre Ilian dans une guerre incertaine ou protéger la vie qu'elle portait désormais en elle. Ce secret pesait lourd sur son cœur. Elle savait que le révéler pourrait changer le cours de leur voyage. L'océan n'offrait aucune réponse. Les vagues semblèrent indifférentes à leurs hésitations.
Pourtant Miley sentait que chaque décision future rapprochait Ilian du moment où il ferait face au roi des pirates. Et elle craignait que ce face-à-face n'emporte tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Cette nuit-là, alors que la flottille dormait, Miley resta seule sur le pont. Le ciel sans lune reflétait la même incertitude qui habitait son esprit. Elle comprenait que leur avenir dépendait d'un choix qu'Ilian n'était peut-être pas prêt à prendre. La flottille progressait vers des eaux presque mythiques. Les marins parlaient de la légende de l'Ouest, une rumeur ancienne évoquant une terre préservée au-delà des zones connues. Certains disaient qu'elle accueillait ceux qui fuyaient les guerres. D'autres affirmaient qu'elle n'était qu'une illusion née des tempêtes. Miley écoutait ces récits avec attention. Cette terre lointaine représentait pour elle la possibilité d'un avenir sans peur. Elle imaginait un rivage paisible, loin de la coalition et du continent. Une image fragile mais persistante qui se glissait dans ses pensées malgré les dangers qui les entouraient. Ilian, lui, restait insensible à ces récits. Sa route ne cherchait ni refuge ni tranquillité. Il avançait avec une détermination froide, concentrée sur la vengeance qu'il portait depuis son exil. La légende n'était à ses yeux qu'un mirage destiné à détourner les marins de leur lutte. Les alliés de la flottille discutaient pourtant avec enthousiasme de ces terres. Certains voyaient en elle une opportunité de se reconstruire. D'autres espéraient échapper à l'emprise du roi des pirates. Ces échanges révélaient le besoin latent d'un espoir, même lointain, dans un monde façonné par la violence. L'océan semblait changer à mesure qu'ils avançaient. Les courants devenaient plus chauds et les îles plus rares. Les anciens disaient que ces signes marquaient l'approche d'une zone encore peu explorée. Mais les dangers restaient omniprésents. Les patrouilles de la coalition cherchaient à isoler toute tentative d'union parmi les bannis. Miley comprenait que deux visions opposées naissaient entre elle et Ilian. Elle voyait l'Ouest comme une promesse. Lui ne voyait que la route menant à son ennemi. Cette divergence révélait une fragilité nouvelle dans leur union, une tension qui grandissait dans le silence des nuits. Un soir, la flottille aperçut une longue bande de brume se formant à l'horizon. Certains y virent un signe de la légende. D'autres ressentirent un avertissement. Miley sentit son cœur battre plus vite. Cette frontière mystérieuse représentait tout ce qu'elle désirait et tout ce qu'Ilian refusait encore de voir. La mer demeurait indéchiffrable. Elle portait en elle les rêves de ceux qui la traversaient et la colère de ceux qui la défiaient. Pour Miley, l'Ouest devenait une direction possible. Pour Ilian, ce n'était qu'une distraction. Entre eux, la légende commençait à tracer une ligne invisible. La flottille d'Ilian approchait désormais des régions les plus dangereuses de l'océan. Les vents changeaient brusquement de direction et les marins ressentaient une pression constante, signe que les patrouilles de la coalition se rapprochaient. Chaque jour semblait les mener un peu plus près d'un affrontement inévitable. Miley vivait ce voyage dans une tension croissante. Elle sentait son corps changer. Les nausées, la fatigue et les battements irréguliers de son cœur trahissaient un secret qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle portait une vie nouvelle. Cette découverte bouleversait sa vision du monde et de leur avenir. Elle observa longtemps Ilian avant de trouver la force de parler. Il était debout près de la barre, concentré sur les courants traîtres qui bordaient leur route. Son visage portait la marque d'un homme qui avançait malgré les doutes, porté par une vengeance qui l'accompagnait depuis trop d'années. Quand elle lui annonça sa grossesse, le silence sembla envelopper tout le navire. Ilian resta immobile, comme frappé par une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. Miley vit dans son regard un mélange de joie, de peur et d'incertitude. Il comprenait soudain que son combat ne concernait plus seulement sa propre vie. L'équipage perçut rapidement ce changement invisible. Les marins, habitués à lire les émotions de leur capitaine, sentirent une hésitation nouvelle chez Ilian. Certains y virent une faiblesse. D'autres comprirent qu'un enfant pouvait transformer une guerre en destinée personnelle et fragile. Miley parla de son rêve d'un refuge à l'ouest. Elle évoqua des terres paisibles, loin des batailles qui déchiraient les mers. Elle imaginait un foyer pour cet enfant, un espace protégé où la mer ne dicterait plus leur vie. Ilian l'écoutait, mais son regard restait fixé sur la route menant au roi des pirates. Cette annonce devint un tournant silencieux. Elle révélait les deux routes possibles. L'une menait à la guerre contre la coalition. L'autre offrait un espoir fragile, presque irréel, mais profondément humain. Entre ces deux chemins, Ilian se retrouvait soudain incapable de choisir. La mer poursuivait son roulis indifférent. Pourtant Miley savait que rien ne serait plus comme avant. Cet enfant à naître devenait une lueur dans l'obscurité, un rappel que certaines batailles ne se gagnent pas par la force,
mais par la capacité à protéger ce qui n'est au cœur même du chaos. La flotte libre approchait des lignes extérieures de la coalition. Ces eaux étaient cartographiées depuis longtemps, mais changeaient sans cesse sous l'effet des conflits. Les marins savaient que franchir cette frontière invisible revenait à entrer dans le territoire du roi des pirates, un espace contrôlé avec une précision implacable. Dorian se tenait près de la proue. Le vent fouettait son visage et portait des odeurs d'algues brûlées. Les anciens disaient que ce parfum annonçait la proximité des grandes flottes. Chaque vague semblait les attirer un peu plus vers un destin qu'il sentait gravé en lui depuis son enfance. Le capitaine réunit l'équipage. Il expliqua que l'objectif était clair. La flotte libre devait déstabiliser les routes ennemies et ouvrir un passage vers les eaux internes de la coalition. Ces zones étaient défendues par des navires rapides, entraînés à encercler leurs adversaires et à couper toute retraite. Dorian sentit une tension nouvelle dans l'air. Le navire vibrait sous l'effet du vent, mais aussi sous le poids des attentes. Il comprenait que ce déploiement n'était pas une simple mission. C'était le début d'une offensive plus vaste qui conduirait tôt ou tard à la confrontation rêvée depuis toujours. Les marins renforcèrent les voiles et vérifièrent les armes. Les dispositifs de protection du Nouveau Monde, éléments rares et précieux, étaient testés avec soin. Cette technologie hybride mêlait le savoir artisanal des anciens pirates indépendants aux innovations des forgerons du continent lointain. La mer devint plus agitée en approchant de l'est. Les courants se resserraient autour de Hautfond. Les navires de la flotte libre devaient manœuvrer avec précision. Dorian participait aux ajustements et guidait les recrues, révélant une aisance qui surprit même les officiers les plus expérimentés. Au loin, une ligne sombre marquait la présence d'autres navires. Personne ne savait encore s'il s'agissait d'une patrouille ou d'une flotte entière. Le simple fait de les apercevoir suffisait à rappeler à l'équipage qu'ils n'étaient plus dans les eaux du Nouveau Monde, mais dans la sphère directe du roi des pirates. Lorsque la nuit tomba, Dorian resta seul à l'avant du navire. La lune dessinait un chemin pâle sur les vagues. Il savait que le cap vers l'est était un point de non-retour. Devant lui s'étendaient les territoires où son destin se mêlerait à celui d'un ennemi qu'il n'avait jamais vu, mais qu'il haïssait depuis toujours. La flottille d'Ilion demeurait immobile dans un vaste étendue d'eau calme. Le silence pesait sur chaque navire. Les marins attendaient une décision qui tardait à venir. Ils savaient que l'annonce de Maëlie avait bouleversé leur capitaine, même s'il n'en montrait rien. La tension devenait presque palpable. Ilion passait de longues heures à observer l'horizon. Il semblait partagé entre deux forces qui tiraient chacune sur son âme. D'un côté, l'enfant à naître appelé à la prudence et à la protection. De l'autre, la vengeance qu'il nourrissait depuis des années le poussait à affronter le roi des pirates sans attendre. Maëlie ressentait cette fracture silencieuse. Elle voyait la fatigue dans ses gestes et la dureté dans son regard. Elle tentait de lui parler, mais Ilion restait fermé, enfermé dans un conflit intérieur qu'ils ne pouvaient partager. Leur amour, encore récent, se trouvait menacé par cette lutte invisible. Un matin, avant même que le soleil ne perce la brume, Ilion prit sa décision. Il savait qu'il ne pouvait plus entraîner Maëlie dans ce combat. L'enfant à venir changeait tout. La vengeance demeurait son fardeau, mais il refusait de condamner sa famille à un destin de fuite et de violence. Il réunit alors une partie de la flottille. 30 navires seulement suivraient la route directe vers les eaux centrales de la coalition. Les autres protégeraient Maëlie et resteraient à distance, prêts à se rendre vers des terres plus sûres si la situation l'exigeait. C'était la seule manière de concilier ces deux destins. Maëlie comprit ce choix lorsqu'elle le vit préparer son navire. Son cœur se serra. Elle tenta une dernière fois de le convaincre de rester, mais Ilion ne pouvait renoncer. Il portait trop de cicatrices, trop de morts silencieux dans son sillage. Sa route l'appelait, même si elle devait les déchirer. Lorsque les 30 navires quittèrent la flottille, un vide immense s'abattit sur Maëlie. Elle resta immobile sur le pont, regardant les voiles s'éloigner lentement vers un horizon chargé de menaces. Elle savait qu'Ilion marchait très probablement vers sa propre mort. L'océan semblait lui-même retenir son souffle. Ainsi débuta son départ. Un choix né de l'amour et de la vengeance. Un chemin solitaire où Ilion irait défier un roi que nul n'avait jamais vaincu. Maëlie resta derrière lui, portant leur avenir fragile, tandis que les vagues effaçaient lentement la silhouette de l'homme qu'elle aimait. Dans les eaux centrales de la coalition, Ilion avançait avec les 30 navires qui avaient accepté de le suivre. Ces bâtiments étaient les plus rapides de la flottille, conçus pour manœuvrer entre les patrouilles ennemies. La mer semblait changer autour d'eux, portant une tension lourde qui annonçait un danger imminent.
À mesure qu'ils progressaient, les marins observaient les signes propres au territoire du roi des pirates. Les eaux devenaient plus sombres et les courants tiraient sur les coques comme s'ils cherchaient à freiner leur avancée. Ces phénomènes étaient connus pour accompagner les grandes flottes du tyran. Ilion restait immobile à la proue. Sa silhouette semblait sculptée par la rage. Il savait que le roi des pirates se trouvait quelque part dans ces eaux, protégé par des navires rapides et disciplinés. Cette présence invisible nourrissait en lui une colère ancienne, prête à éclater au moindre signe. La surveillance s'intensifia. Les marins scrutaient l'horizon à la recherche de voiles noires. Les anciens racontaient que la flotte du roi ne se déplaçait jamais entièrement. Elle surgissait par petites unités, frappant par surprise, utilisant la vitesse pour isoler une cible avant de la détruire complètement. C'est alors qu'ils aperçurent un pavillon. Une bannière sombre, marquée d'un symbole qu'Ilion connaissait trop bien. Le cœur de chaque marin se resserra. Aucun navire autre que celui du roi n'osait porter cette marque. L'ennemi qu'Ilion poursuivait depuis tant d'années venait enfin d'apparaître. L'air sembla se figer autour d'eux. La silhouette du navire royal se dessinait, plus massive que les autres. Ses flancs portaient les traces de batailles anciennes. La puissance qui s'en dégageait révélait la main d'un commandant impitoyable, maître absolu des mers intérieures de la coalition. Ilion sentit son sang se glacer. Ce navire n'était pas une simple cible. Il était l'incarnation de tout ce qu'il détestait. L'ombre de son exil, la destruction de son équipage et les années de fuite prenaient soudain une forme réelle. La haine devint un poids brûlant dans sa poitrine. Le vent se leva brusquement, soulevant les voiles et annonçant l'imminence du conflit. Les marins se mirent en place sans un mot. Ilion posa sa main sur la rambarde, conscient que cette rencontre changerait le cours de sa vie. Le roi des pirates se tenait droit devant lui. La confrontation était désormais inévitable. Le combat contre le navire royal éclata avec une violence fulgurante. Les navires d'Ilion se jetèrent dans la mêlée comme des prédateurs acculés. Les canons rugirent. Les mâts vibraient sous la force des impacts. Chaque marin savait que cette bataille déciderait du destin de tous les bannis de l'océan. Ilion monta à l'assaut lorsque les coques se touchèrent presque. Les ponts étaient couverts de fumée. Le navire royal se dressait comme une forteresse flottante, défendue par des vétérans loyaux au roi des pirates. Ce tyran dirigeait ses hommes d'une voix glaciale, symbole de l'autorité absolue qui écrasait les indépendants. Le combat se resserra autour d'eux. Les flots éclaboussaient les planches rougies par le sang. Ilion avançait avec une détermination féroce, porté par des années de fuite, de perte et de silence. Chaque pas le rapprochait de l'homme qu'il avait juré d'abattre. La mer semblait retenir son souffle autour d'eux. Lorsque les deux hommes se retrouvèrent face à face, le vacarme du combat s'effaça presque. Ilion vit dans les yeux du roi une cruauté ancienne, façonnée par la domination et la peur. Il comprit que cet homme ne reculerait jamais. Leur destin était lié depuis le premier jour de son exil. Le duel fut bref et brutal. Le bois du pont se teintait de sang. Les lames s'entrechoquaient sous un ciel sans nuages. Ilion finit par prendre l'avantage, porté par une force née de toutes les injustices subies. Le roi des pirates tomba finalement, laissant derrière lui un silence lourd comme un verdict. Les marins de la coalition reculèrent, déstabilisés par la mort de leur maître. Dans les traditions anciennes, celui qui tuait le roi devait prendre sa place pour éviter un chaos immédiat. Le pouvoir, transmis dans la violence, passait d'une main à l'autre comme une dette impossible à refuser. Ilion sentit le poids de ce couronnement tomber sur ses épaules. Il ne désirait pas ce trône, mais il savait que refuser reviendrait à condamner Maëlie, leur enfant à naître et tous les bannis qui l'avaient suivi. Il accepta alors ce rôle, non par ambition, mais par nécessité. Ainsi devint-il le nouveau roi des pirates. Un souverain forgé par l'exil, l'amour et la guerre. Dans les profondeurs de son cœur, il savait déjà que ce pouvoir serait un fardeau. Pourtant il releva la tête, conscient qu'un nouvel ordre venait de s'inscrire sur l'océan. 20 ans avaient passé depuis le couronnement d'Ilion. L'océan avait changé. Les tensions entre le continent, la coalition pirate et le Nouveau Monde atteignaient un point critique. Les routes maritimes étaient devenues des zones de surveillance permanente, où chaque vigie redoutait le début d'un affrontement majeur. Dorian guidait un navire de pointe de la flotte libre. Son nom circulait avec respect sur les côtes du Nouveau Monde. Il observait l'horizon sans relâche. Pour lui, cette guerre n'était qu'un passage obligé vers un objectif unique. Elle le rapprochait du roi des pirates qu'il rêvait d'abattre. Plus loin,
des colonnes de fumée révélaient un combat déjà engagé. Les voiles rouges du continent affrontaient les voiles sombres de la coalition. Ces deux forces s'opposaient depuis des générations. Sous l'autorité d'Ilian, la coalition continuait de bloquer l'accès aux routes menant au Nouveau Monde. La flotte libre s'approcha prudemment. Ces navires rapides avançaient entre les courants instables. En face, la coalition suivait les ordres d'Ilian sans connaître ses intentions réelles. Certains capitaines, convaincus de défendre leurs frontières, attaquaient parfois la flotte libre sans comprendre que leurs ennemis n'étaient pas ceux qu'ils imaginaient. Ces affrontements venaient d'un malentendu ancien. La coalition cherchait avant tout à empêcher le continent de s'étendre. La flotte libre croyait être visée directement. Chaque camp pensait protéger ses terres. Aucun ne réalisait qu'il combattait en réalité la même menace, entraîné dans une guerre involontaire. Dorian distingua ensuite les silhouettes massives des grands navires de la coalition. Ces bâtiments étaient décrits comme les murs mouvants de l'océan. Leur mission restait inchangée. Ils barraient la route au continent avec une détermination inébranlable, fidèle au plan que Ilian avait conçu 20 ans plus tôt. Puis un navire se sépara du chaos. Plus vaste, plus sombre, il avançait avec une assurance glacée. Ses voiles noires bordées d'or traversaient la fumée. Sa coque portait les marques d'innombrables batailles. Aucun doute possible. C'était le navire royal. Celui du roi des pirates. Le sang de Dorian se glaça. Toute sa vie, il avait attendu cet instant. Ce navire représentait sa haine, ses blessures et l'ombre d'un père disparu. Sans attendre, il orienta son bâtiment vers le pavillon noir et or, ignorant les avertissements de ses officiers. Autour de lui, la mer s'embrasait. Les tirs se croisaient. Le continent poussait ses lignes. La coalition resserrait son étau. Au centre de cette tourmente, Dorian avançait, guidé par une obsession forgée depuis l'enfance. Il ne voyait plus que le roi des pirates. Celui qu'il était venu tuer. Depuis 20 ans, Ilian régnait sur la coalition pirate avec une détermination froide. Son pouvoir n'était pas né de l'ambition mais de la nécessité. Il avait accepté le trône pour maintenir l'ordre après la mort de son prédécesseur. Ce choix l'avait condamné à une solitude profonde, masquée par l'autorité. La coalition respectait sa force. Ses capitaines obéissaient sans connaître ses motivations secrètes. Pour eux, il restait un souverain implacable qui protégeait leurs frontières. Ils ignoraient que chaque bataille contre le continent répondait à une mission personnelle. Ilian défendait le Nouveau Monde en silence, pour préserver la famille qu'il avait laissée derrière lui. Les années de règne avaient façonné un homme distant. Il portait le poids de chaque décision. Les navires tombaient, les équipages sacrifiés et les alliances fragiles formaient un fardeau qu'il ne partageait avec personne. Même les victoires semblaient creuses, comme si elles lui rappelaient tout ce qu'il avait perdu. Le combat en cours ravivait ses doutes. Il observait la mer depuis le pont de son navire royal. La fumée masquait presque l'horizon. Il savait que cette bataille différait des précédentes. Elle portait en elle une tension nouvelle, comme si les forces de l'océan se mettaient en place pour un moment décisif. Son équipage restait concentré. Les marins connaissaient les tactiques du continent et savaient anticiper les premiers mouvements. Le navire royal, massif et stable, avançait lentement entre les vagues. Ilian ressentait pourtant une inexplicable inquiétude. Quelque chose s'approchait. Une présence qu'il ne parvenait pas à nommer. Il ne se doutait pas que cette présence venait du Nouveau Monde. Un jeune homme avançait vers lui, porté par la rage et la douleur. Ilian n'imaginait pas que sa route allait croiser celle de son propre fils. Il ignorait que l'enfant qu'il avait abandonné 20 ans plus tôt avait pris la forme d'un marin déterminé. Dans le fracas des tirs, Ilian sentit un pincement familier. Un souvenir de Maëlie, de son départ, de l'enfant qu'il n'avait jamais vu grandir. Ces pensées qu'il tentait d'enterrer revenaient comme des vagues imprévisibles. Elles troublaient son jugement et rappelaient le prix de ses choix. L'océan, témoin de ses combats, semblait suspendre son souffle. Ilian leva les yeux vers les navires qui approchaient. Il ignorait encore que cette bataille déciderait de son destin. Le fardeau du trône n'avait jamais été aussi lourd. Et au loin avançait la silhouette du navire qui devait révéler la vérité qu'il fuyait depuis 20 ans. Le navire de Dorian avança dans le tumulte des tirs. Les vagues frappaient la coque comme pour annoncer un destin inévitable. Au centre de cette tempête, il ne voyait qu'un seul but. Le navire royal se dressait devant lui, porteur de toutes les blessures qui avaient marqué son enfance. Lorsque les coques se heurtèrent, un fracas sourd secoua les ponts.
Dorian bondit vers le bâtiment ennemi, traversant la fumée brûlante. Son cœur battait au rythme de sa vengeance. Chaque pas le menait vers celui qu'il considérait comme l'auteur de sa douleur. Rien ne pouvait l'arrêter désormais. Ilian se tenait au centre du pont, silhouette sombre dans le brouillard de poudre. Il observait le jeune homme qui s'approchait, sans savoir qui il était. Pour lui, ce combattant n'était qu'un adversaire de plus, façonné par la violence des mers. Aucune intuition ne révélait encore la vérité. Le duel éclata soudain, vif et brutal. Les lames frappaient l'acier dans un rythme violent. Dorian attaquait avec la rage accumulée de toute une vie. Il croyait affronter le meurtrier de son père. Chaque mouvement portait le poids d'un passé transmis et jamais remis en question. Ilian parait les coups avec une précision née de décennies de combat. Puis un détail attira son attention. Autour du cou de Dorian, un pendentif brillait sous les éclats de lumière. Ilian reconnut sa forme. C'était celui de Maëlie. Un symbole qu'il n'avait jamais oublié, malgré les années. Une onde glacée traversa Ilian. Son regard glissa vers son propre torse où pendait le second pendentif, jumeau du premier. Il comprit. Le jeune homme devant lui portait l'héritage de leur amour perdu. Une vérité inexorable s'imposa. Ce combattant était son fils, élevé loin de lui. Ilian recula et sentit ses forces le quitter. Dans un souffle presque arraché par la douleur, il prononça le nom de Maëlie en fixant le pendentif de Dorian. Le mot franchit ses lèvres comme un dernier aveu, chargé de tout ce qu'il n'avait jamais pu dire. En tombant, sa veste s'ouvrit et laissa apparaître son propre pendentif. Dorian le vit. Le même motif. La même forme. La même encoche destinée à rejoindre la sienne. Le nom prononcé, le regard fixé sur l'objet, tout devint clair. La vérité le frappa comme une vague glacée. Dorian comprit qu'il avait tué son père. Aucun retour n'était possible. Le pont autour de lui semblait s'effacer. Les deux pendentifs réunis par hasard révélaient ce que la mère avait caché trop longtemps. Sa vengeance venait de détruire la seule personne qui aurait pu lui apporter la paix. La bataille s'éloignait peu à peu, comme si la mère elle-même refusait de troubler le moment. Dorian restait immobile près du corps d'Ilian. Le vent tirait doucement sur les voiles tandis que les vagues glissaient contre la coque. Le silence s'était installé, plus lourd que la fumée des canons. Autour de lui, les marins observaient la scène sans comprendre. Le roi des pirates venait de tomber, mais aucun cri de victoire ne montait du pont. Dorian ne sentait ni triomphe ni soulagement. Sa respiration restait bloquée. La vérité venait de se refermer sur lui comme une tempête intérieure. Le pendentif qu'Ilian portait brillait encore faiblement. Sa forme complétait parfaitement celui de Dorian. Ce symbole, ignoré pendant tant d'années, révélait une histoire que personne ne lui avait racontée. Il comprenait désormais que sa colère n'avait eu aucun fondement. Son ennemi n'était jamais celui qu'il croyait. La mer semblait écouter sa douleur. Les vagues apportaient une odeur de sel et de cendre. Dorian comprit soudain l'ampleur de ses actes. Il avait tué l'homme qui avait tenté, en secret, de protéger le nouveau monde. Il avait brisé un destin qui n'avait jamais cherché à nuire au sien. L'équipage de la flotte libre restait à distance, conscient qu'aucune parole ne pourrait apaiser ce moment. Dorian toucha le pendentif de son père. Il y trouva une marque discrète, la même que celle gravée par Maëlie sur le sien. Un geste simple qui confirmait une vérité impossible à modifier. Mais tandis qu'il vivait cette révélation, un regard hostile se posa sur lui. Le fils d'un lieutenant d'Ilian se tenait à l'arrière du pont. Son visage était figé dans un mélange de haine et de douleur. Il comprenait, lui aussi, ce qui venait de se passer. Et il désignait déjà un coupable. Pour cet homme, Dorian n'était pas un fils perdu. Il était l'assassin du roi qu'il avait juré de servir. Sa colère prenait racine dans la même incompréhension qui avait jadis alimenté celle de Dorian. Une nouvelle haine venait de naître, silencieuse mais inévitable. La mer, indifférente aux destins humains, poursuivait son mouvement. Le vent séchait le sang sur le pont comme s'il effaçait les traces du drame. Dorian comprit alors ce que les anciens voulaient dire. Sur l'océan, la vengeance n'avait ni fin ni maître. Elle revenait toujours, portée par le sel et les vagues. Le cycle ne s'achevait jamais vraiment. Sur l'océan, chaque acte devenait une onde qui en appelait une autre, et les hommes répétaient les mêmes erreurs en croyant les réparer. La mer ne jugeait pas. Elle se contentait de refléter leur choix.